Sherman tanks, remembered by their designers for speed and agility, and by their crews for being the right tanks for the wrong war. We were just inadequate. Typically, it would take 5 tanks being blown up before the 6th one got around to shoot a German tank at the back. The mathematics were not good. Peter Müller, Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Bien que les Allemands ont perdu la Seconde Guerre mondiale, il est assez reconnu dans l'imaginaire collectif que les armes qu'ils développaient durant la guerre étaient souvent plus technologiquement avancées sur celles dont les Alliés employaient et étaient donc meilleures. Par exemple, l'Allemagne a été attribuée à concevoir le premier avion à réacteur, ainsi que le premier radar, la première missile balistique, etc. Mais cette pensée est surtout vraie lorsqu'on se réfère aux chars allemands, surtout vers la fin de la guerre, qui avaient une réputation d'avoir une efficacité sans pareille chez les chars alliés. Souvent, il est dit qu'ils détruisaient leurs équivalents américains, russes ou anglais à une ration de nombre vastement différente pour un seul char allemand détruit. Tel que dans le mythe qu'il faut 5 chars américains pour mettre un char allemand hors de combat, ou qu'il en faut 50 russes pour accomplir la même tâche. Dans cette vidéo, je tenterai de briser ce mythe et d'explorer certaines failles fondamentales dans ces chars qui font en sorte que leur performance est beaucoup moins redoutable que ce que l'on exagère aujourd'hui. En ce qui concerne les avantages des chars allemands, il est bien entendu que leur blindage était assez de pointe. En 1944 par exemple, peu après le débarquement en Normandie, les équipages des chars américaines et anglaises ont vite constaté que leurs tirs ne faisaient rien ou à peine rien aux chars allemands tels que le Panthère et le Tigre. Et c'était seulement plus tard que les chars des Alliés de l'Ouest sont venus avec des nouveaux canons de haute vélocité qui ont pu avoir une meilleure chance contre le blindage allemand. Par contre, il faudrait quand même noter que vers 1945, bien que l'épaisseur du blindage allemand était toujours bonne, la qualité du métal elle-même et le structurage des plaques de blindage ont commencé à perdre en qualité, puisque l'Allemagne commençait à manquer de métal de qualité et que la main-d'œuvre qui assemblait leurs chars vers la fin de la guerre était surtout composée de travailleurs de camps de concentration qui travaillaient mal et sabotaient souvent leurs tâches. Un autre avantage des chars allemands était leur puissance de feu. En effet, les chars allemands étaient déjà équipés avec des canons à haute vélocité lors du débarquement en Normandie et bien avant, puisqu'ils ont amélioré leurs chars existants et ont conçu les nouvelles pour mieux performer en Russie. Lors de la bataille de Kursk en 1943, quand les Allemands ont dévoyé leurs nouveaux chars, les équipages de ceux-ci ont chéri leur nouvelle puissance de feu, capable d'éliminer les chars russes à plus de 1 km de distance. Cependant, ce n'est pas nécessairement la puissance de feu des chars qui ressort des canons allemands, mais plutôt la précision, car les optiques de la marque Zeiss ont retenu une qualité supérieure aux Alliés durant toute la guerre, capable de beaucoup mieux transmettre la luminosité que tous les autres optiques, ce qui permettait aux tireurs allemands d'acquérir leurs cibles à des distances de plus de 1,5 km, tandis que les optiques russes ne permettaient que l'acquisition à des distances de 800 mètres. Pour commencer à comparer les chars allemands aux chars alliés dans les domaines où l'Allemagne manque, j'aimerais simplement mentionner comme un fait intéressant que les Allemands démarraient leurs chars à la manivelle pendant toute la guerre puisque c'était la méthode de démarrage conseillée par le haut commandement allemand. Il n'y a aucune source qui dit que ça apporte des désavantages comparés aux Alliés, mais je voulais juste le dire pour le dire.
Une des failles chez les chars allemands les plus importantes, c'est la méthode de production. En effet, contrairement aux Alliés qui produisaient de milliers et de milliers de chars identiques, les Allemands introduisaient constamment de nouvelles variantes de chars à produire, ce qui réduisait l'efficacité des usines qui doivent constamment produire des chars différents au lieu de se familiariser avec le même modèle. C'est possible que ce serait notamment pour cette raison que les Allemands n'ont jamais adopté des lignes d'assemblage pour leurs chars comme les Américains le faisaient, puisque cela ne permettrait pas la flexibilité nécessaire pour hebdomadairement changer de production. Cette différence est critique, puisque à cause de cela, l'Allemagne n'a jamais pu produire un grand nombre de véhicules comparé aux Alliés. La deuxième faute chez les nouveaux chars allemands, c'est une faute technique. Il est assez bien documenté que les chars allemands vers la fin de la guerre, tels que le Panther et le Tigre, souffraient de problèmes techniques assez majeurs, mais pour la portée de cette vidéo, j'élaborerai seulement sur le Panther. Le Panther, apparu pour la première fois en 1943 lors de la bataille de Kursk, souffrait de problèmes avec sa transmission. Plus précisément, avec une roue qui s'appelle la Final Drive. La Final Drive, qui était la dernière pièce d'un système de transmission, est située sur la roue la plus avant dans les chenilles du char. Chez le Panther, le problème se repose dans le logement de celle-ci, qui était super fragile et se brisait en moyenne après 150 km de parcours, ce qui n'était vraiment pas bon pour les vastes distances à couvrir de la Russie. L'embêtement était tellement important que les conducteurs de ces chars étaient instruits à tourner le char sur lui-même que dans les situations les plus critiques, puisque le risque de briser le Final Drive était si grand. Mais ainsi de moi, voici un mécanicien de Panther actuel qui testifie de son expérience sur la Final Drive. On a le même problème actuellement sur le Final Drive. Il faut toujours régler, l'usure est très importante à chaque fois qu'on le fait fonctionner. Il faut toujours recontrôler le réglage. Je pense qu'à l'usage durant la guerre, ça devait être encore pire. Donc oui, ça devait être un problème récurrent. En conclusion, je dirais que bien que les chars allemands étaient très impressionnants, ils n'étaient pas parfaits et avaient des failles comme tous les autres chars. On ne devrait pas exagérer la performance de ceux-ci, dont l'origine se trouve dans la réputation des équipages allemands à exagérer leur nombre de victoires. En effet, c'était tellement un gros problème que le Führer lui-même était bafouillé par le nombre de victoires déclarées, et les généraux ont dû prendre l'habitude de réduire le nombre de chars ennemis détruits par plus de 30% pour faire des reportages plus précis sur les effectifs ennemis. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier im Stab 35.000 Panzer sind, ich gesagt, Herr, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, Sie sehen Gespenster. Das haben wir nicht für möglich.